Merci d'être venu braver un peu la fraîcheur, une petite fraîcheur, mais en même temps, comme ça, on ne fera pas de cluster. C'est l'avantage, il faut voir les choses du bon côté. Donc aujourd'hui, on va effectivement démarrer ce festival par un volet économique, parce qu'au fond, on nous parle beaucoup de la fin des temps qui pourrait advenir en 2030. Vous savez qu'elle est datée, bon, c'est pas très positif. Et on nous dit beaucoup qu'il y a le réchauffement climatique. Et quand on parle de réchauffement climatique, on dit qu'il est d'origine humaine, et quand on dit qu'il est d'origine humaine, on se tourne vers qui? Les entreprises, en disant finalement ce sont les entreprises qui sont les principales productrices de réchauffement. Donc les entreprises, elles font face au réchauffement climatique. Et donc notre premier débat aujourd'hui, notre première rencontre, ça sera une rencontre sur le thème l'entreprise face aux défis environnementales, ou je devrais dire aux défis environnementaux, parce qu'ils sont évidemment nombreux. Et l'idée qu'on a eue, c'était de réunir d'un côté des économistes, et puis de l'autre, mais je les ai soigneusement entremêlés, des chefs d'entreprise. Donc, et tout ce beau monde va dialoguer. Alors je vais essayer de vous présenter dans l'ordre depuis l'autre côté, hein, si je puis dire. Donc là-bas, il y a en face de moi, il y a Emmanuel Roquet. Emmanuel Roquet, vous êtes PDG de la société Bobst Lyon. Alors la société Bobst à Lyon est leader mondial d'équipements et de services destinés à l'industrie de l'emballage. Et puis juste à côté, il y a Virginie Monvoisin. Virginie Monvoisin, vous êtes économiste, vous êtes enseignant-chercheur à Grenoble École de Management. Je précise que vous êtes membre des économistes atterrés, et que vous êtes économistes atterrés qui se distinguent par le fait qu'ils sont hostiles aux économistes libéraux. Et vous avez d'ailleurs sorti un livre qui s'appelle L'économie post-keynésienne. Donc on est plutôt dans une perspective keynésienne. C'est sorti en septembre, donc il n'y a pas longtemps, aux éditions de La Découverte. Et puis vous avez participé à un ouvrage collectif qui est sorti encore plus récemment au Lien qui libère, un ouvrage collectif des économistes atterrés qui s'appelle De quoi avons-nous vraiment besoin? Alors à côté, il y a Philippe Malaval. Alors Philippe Malaval, vous êtes un acteur local important. Vous êtes PDG de l'imprimerie Vassel Graphique. Alors vous dirigez deux imprimeries Vassel Graphique, l'une à Bron et puis Typo Centre à Montluçon. Et vous êtes le président de l'AEPAC, je ne sais pas si on prononce comme ça, qui est l'association des entreprises de Bron. Alors si je continue à me déplacer, il y a maintenant Alexandra Montiolon. Bonjour. Alexandra Montiolon, vous êtes directrice générale de Serfim, qui est une entreprise spécialisée dans les travaux publics et les métiers de l'environnement, qui est implantée à Vénissieux, et ce qu'on appelle une ETI, c'est-à-dire une entreprise à taille humaine, donc ni trop petite ni trop grande, pourrait-on dire. Et puis pour terminer, bien sûr, Jean-Philippe Delsol. Alors Jean-Philippe Delsol, vous êtes avocat, vous êtes également président de l'Institut de recherche économique et fiscale, vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres. Donc je précise que vous êtes plutôt de sensibilité libérale, hein, vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres, notamment Diminuer l'impôt par une nouvelle fiscalité. Alors j'ai encore sélectionné Pourquoi je vais quitter la France. Et puis, j'ai sélectionné également Échec de l'État pour une société de libre choix. Et j'ajouterais, ça c'est un petit détail, mais qui peut intéresser certains, que vous êtes le frère d'une célèbre philosophe qui est Chantal Delsol. Alors, on va démarrer tout de suite, peut-être avec vous, Virginie Monvoisin. On sort d'un grand moment international dont on a beaucoup parlé, qui est la COP26. Et ce qu'on retient de la COP26, c'est peut-être beaucoup de blabla pour pas grand-chose, avec une impression un peu d'impuissance face aux défis environnementaux. Est-ce que vous partagez cette impression ? Merci pour l'invitation. Mais je vous en prie. Et on commence par une question à la fois extrêmement difficile et facile, dans le sens où c'est un peu le sentiment qui ressort à la fin de cette COP26, c'est que pas grand-chose en est sorti. Il a été extrêmement difficile, même dans les dernières heures, d'obtenir quelque chose. Hein. Et ce sentiment, bien entendu, qu'on le partage, dans la mesure où quand même les deux plus gros pollueurs de la planète, que sont la Chine et les États-Unis, n'ont pas participé à la COP26. Donc à partir de ce moment-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué de se mettre d'accord sur des objectifs tenables,
par rapport à quoi, combien de réchauffement, plus 2 degrés, 2 degrés 5, enfin, donc encore tout reste à faire et c'est malheureusement ce qui ressort de cette COP26. Jean-Philippe Delsol, vous avez l'impression aussi que la COP26 a été un moment finalement où de belles paroles et rien derrière? Oui, il y a un côté finalement d'exhibition dans ces COP. C'est la grande séance, le cinéma. En réalité, moi, je vais en profiter pour souligner qu'il faut être prudent par rapport à ce qu'on entend. Les rapports du GIEC qui se succèdent sont des rapports assez complets, qui peut-être peuvent être critiquables par certains côtés, mais qui globalement sont beaucoup plus prudents qu'on ne l'entend. En réalité, ces rapports sont des rapports de centaines, voire de milliers de pages, qui ensuite sont résumés en quelques 100 ou 200 pages, puis qui font l'objet d'un rapport qui lui-même est à destination d'un public élargi, et ensuite ce rapport est lui-même condensé pour pouvoir servir un papier aux journalistes, à la presse. Je résume, mais c'est à peu près ça. Et en fait, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple parce que c'est le plus significatif peut-être, mais c'est un peu la même chose dans tous ces rapports. Dans le rapport de 2010, pour la COP de 2011, il y avait 165 scénarios de réchauffement qui étaient présentés dans le rapport général. Et puis, de résumer en rapport en présentation à la presse, on arrive finalement à quasiment mettre en valeur un scénario le plus excessif. Et c'est celui que retiennent aussi les politiques, que retient la télévision le soir, la radio, etc. Donc moi je dis simplement attention. En fait, il y a le GIEC, la COP, c'est l'ONU, hein, c'est une organisation onusienne qui travaille, qui réunit des prestations. Je pense d'ailleurs qu'elles devraient être plus ouvertes. Elles le sont à mon avis insuffisamment parce qu'ils essayent de réunir un consensus et ils n'acceptent pas que viennent interférer des gens qui sont contre leur consensus. C'est un peu comme si au XVe siècle, enfin au XVIe plutôt, on réunissait des gens pour savoir comment tournait la planète, mais qu'on refusait que Galilée et Copernic viennent. Bon. Et donc ça, c'est un peu dommageable, je pense, même si ceux qui pensent un peu différemment n'ont peut-être pas raison, bien sûr, mais je pense qu'elle n'est pas assez ouverte. Mais ceci dit, ces travaux qui sont des travaux sérieux, néanmoins, enfin, en dépit de ce que j'ai dit, il faut les prendre avec beaucoup plus de prudence. Et on comprend mieux alors pourquoi il en sort pas ce que la presse et les politiques attendent. Parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, quand on entend tout ce qu'on dit sur la COP26, le mot qui revient souvent, c'est donc beaucoup de paroles, pas beaucoup d'effets. Et puis, il y a cette expression qu'on utilise dans le monde de l'entreprise, c'est le greenwashing, c'est-à-dire le fait de parler beaucoup d'écologie pour en fait continuer à faire comme d'habitude. Alors là, j'ai des chefs d'entreprise qui sont présents ici. Je pense notamment à Alexandra Mathiolon. Serfim est une société qui est très active dans le domaine de l'environnement. Je crois qu'en 2013, vous avez adhéré au Pacte mondial des Nations Unies. Mmh. Alors, quand on vous dit greenwashing, vous protestez, vous dites pas du tout, nous, on y va vraiment? Alors oui, nous, on y va vraiment. Déjà, bonsoir à toutes et tous. C'est une vraie conviction personnelle et j'ai un engagement très fort sur le climat, et notamment en tant que membre de la Convention Entreprises pour le climat qui, justement, essaye de montrer comment les entreprises, qui est en fait la suite de la Convention citoyenne pour le climat, qui rassemble un collectif d'entreprises de 150 dirigeants, pour justement travailler, pour aller plus loin en fait sur nos engagements climatiques, parce qu'il y a déjà des actions, et on peut revenir depuis de nombreuses années, qui sont prises notamment chez Serfim. Mais aujourd'hui, on voit quand même que face à l'ampleur du défi climatique, il faut qu'on aille quand même plus vite et qu'on accélère sur ces choses-là. Je rebondirai juste sur ce qui vient d'être dit. J'ai eu la chance de voir dans cette convention Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du premier rapport du GIEC, qui a présenté donc les conclusions. C'était très puissant. La vidéo d'ailleurs est disponible sur Internet facilement, qui a évidemment porté les conclusions très
très, très lourde que partage le GIEC. Alors, je dirais quand même avec quelques scénarios, voilà, peut-être pas effectivement les 165, 5 scénarios qui montrent que si les accords de Paris à 1,5 degré ne sont pas atteignables si on ne va pas dans un scénario quand même assez fort en termes de mesures que nous prenons en compte. Aujourd'hui, clairement, les entreprises font beaucoup. C'est une réalité. Je pense aussi c'est une réalité. C'est des attentes très fortes de nos collaborateurs. Mais pour moi, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et pour ça, on a besoin que tout le monde s'y mette. C'est là où je pense que le cap est à passer. Quand on parle de greenwashing, c'est qu'aujourd'hui, on a cette... C'est pas tellement du greenwashing pour moi, c'est la réalité des choses qui fait qu'aujourd'hui, il y a des contraintes en fait sur les marchés qui peuvent être la contrainte du prix, des contraintes techniques, les contraintes sur le transport avec de manque de solutions existantes. Donc c'est plutôt ça aussi aujourd'hui le problème. Et Emmanuel Roquet, vous m'avez fait passer tout à l'heure une brochure présentant la société Bobst. Et dans cette brochure, il y a une phrase qui m'a frappé. Vous dites, la brochure dit les enjeux sociaux et environnementaux sont au cœur des préoccupations des clients. Donc au fond, si on veut que l'entreprise marche, on est bien obligé de répondre à cette inquiétude. Oui, absolument. La caractéristique que l'on a chez Bobst et chez Bobst Lyon, c'est qu'on vend des biens d'équipement qui vont durer 20 ans, 30 ans, 40 ans chez les clients. Donc l'empreinte carbone, l'impact écologique qu'on peut avoir chez Bobst Lyon sur notre site est relativement limité. Par contre, la machine que l'on vend, elle va durer très très longtemps. Et sur ces machines, vous produisez des emballages en carton. Et la caractéristique du carton, c'est qu'il est à 90% recyclé. Voilà, donc on s'inscrit vraiment dans cette logique. Et donc les clients, quand ils vont acheter un bien d'équipement qui va durer aussi longtemps que ça, cet aspect-là, oui, joue beaucoup. Donc aussi bien sur des considérations purement techniques de la machine, sa consommation d'électricité, sa consommation d'air, d'eau, qui vont faire partie des performances, mais également comment le fournisseur, comment Bobst Lyon va... pendant tout ce laps de temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est presque plus à la mesure, parce que maintenant, chez les industriels, souvent on fait de l'obsolescence programmée. Je dirais que chez nous, c'est juste l'inverse. On travaille les programmes d'obsolescence pour que la machine dure le plus longtemps possible. Et donc la caractéristique importante pour nos clients, c'est est-ce que Bobst Lyon sera là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pour m'aider à ce que ma machine continue à fonctionner. Voilà, donc on est beaucoup sur ce type de sujet, par la nature même de la machine, de ce que l'on vend. Philippe Malaval, alors vous avez votre entreprise Vassel Graphique et médaille d'or RSE depuis 2017. Alors on pourrait dire que vous faites beaucoup pour évidemment l'environnement et pour tout ça. Et en même temps, est-ce que vous ne trouvez pas que ces normes environnementales sont un carcan supplémentaire pour faire marcher une entreprise? Comment vous ressentez cette accumulation des carcans d'une certaine façon? Alors on peut peut-être répondre de trois manières. D'une part, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la COP26, qui sont beaucoup de discours pour quelquefois peu d'actes. Après, la réglementation qui peut être effectivement un carcan. Et puis dans un troisième temps, il y a, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Donc je crois qu'il y a besoin des trois. Il y a besoin à la fois de COP26 avec des grands discours de façon à éveiller les consciences. Ça, c'est la première chose, même si très concrètement, il n'en sort pas grand-chose. Mais je crois que l'important, c'est déjà qu'on en parle. La deuxième, qui correspond au carcan, aux certifications, je dirais que c'est un chemin qu'on peut prendre. Mais le plus important, et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans une démarche de RSE, c'est d'essayer de construire une démarche qui tient la route, basée sur trois piliers. Le premier, c'est effectivement la protection de l'environnement, et pas forcément dans l'ordre d'importance. Le deuxième, c'est la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire à la fois l'entreprise en tant qu'acteur dans sa société, sa responsabilité, et en même temps acteur avec ses salariés. Et puis la partie économique, puisque l'objectif de l'entreprise, c'est quand même de durer et d'être là dans le temps. Et je pense que le plus important, c'est d'emmener avec soi son monde économique le plus proche possible pour mettre en place des actions concrètes. C'est-à-dire, dans un premier temps, mobiliser ses salariés pour que ce ne soit pas le chef d'entreprise qui
déclarent à un moment donné, on va protéger l'environnement, mais c'est que ça devienne quelque chose de normal et que ça s'inscrive dans l'ADN de l'entreprise. Et donc, c'est de le vivre tous les jours. Et ça commence par des choses toutes bêtes, et c'est dans ce cadre-là que nous avons été médaille d'or, c'est qu'on a essayé de se dire, mais déjà, dans ce qu'on fait tous les jours, qu'est-ce qu'il y a qui protège l'environnement et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Et c'est des choses toutes bêtes, mais c'est mettre des boutons pousseurs sur les robinets dans les ateliers pour ne pas gaspiller l'eau, c'est mettre des cellules de détection dans les vestiaires pour que, quand il n'y a plus personne, ça s'éteigne. Enfin, c'est des petites choses toutes bêtes, mais qui font que tous les jours, on commence déjà par des choses concrètes. Et si déjà, pour moi, c'est l'image du colibri, c'est si chacun déjà, dans son petit monde, fait quelque chose tous les jours, il aura fait son job. Voilà. Une image très positive. Et j'espère que les entreprises, toutes les entreprises vont continuer à être aussi positives. Mais c'est vrai qu'il y a souvent, quand on parle avec des chefs d'entreprise, ce qu'on dit en public et puis ce qu'on dit en privé, enfin qui n'est pas toujours aussi édifiant. Virginie Monvoisin, comment vous jugez, vous, l'attitude des entreprises face à ces normes nouvelles? Alors, à vous écouter, j'ai deux choses qui me viennent assez rapidement. Il y a plein d'entreprises qui font des choses formidables. À Grenoble, par exemple, j'ai des anciens élèves qui ont monté une savonnerie bio, mais de A à Z. C'est formidable ce qu'ils font. Vraiment, c'est fantastique. Et tant mieux, tant mieux. Le problème, c'est qu'ils tombent quasiment sous aucune labellisation, très peu. Donc, alors que, vous parliez de greenwashing tout à l'heure, il y a des entreprises qui font du bio, mais c'est du bio industriel. C'est du bio, mais de très loin. Je pense notamment à l'agriculture bio d'Andalousie, qui se fait dans des conditions atroces, sous serre, un épuisement des sols, avec une captation de l'eau venant de l'autre bout du pays. Donc tout ça se fait dans des conditions très compliquées. Et là, le label bio, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit plus grand-chose. Donc c'est bien une difficulté, la labellisation, pour faire avancer les questions environnementales. Et deuxième chose, j'évoquais tout à l'heure la Chine et les États-Unis. Le problème, c'est qu'on a exporté, on a délocalisé toutes nos entreprises polluantes, consciemment ou non, de l'autre côté du monde. Et là, au moment où on reparle de relocaliser l'industrie, de réindustrialiser, réindustrialiser le textile, par exemple. Comment on va faire? C'est très, très compliqué parce que c'est gourmand en eau, c'est gourmand en matières premières. Donc, ça va être extrêmement compliqué. Et là, mettre en place une démarche RSE respectueuse de l'environnement demande des efforts extrêmement importants. Et après, est-ce que les consommateurs pourront, je ne dis pas qu'ils ne veulent pas, parce que je pense que la prise de conscience, en tout cas en Europe, est réelle. Ailleurs dans le monde, c'est plus compliqué. Mais est-ce qu'ils pourront supporter le surcoût? Ça, c'est une vraie question. Jean-Philippe Delsol, c'est compatible en quelque sorte une démarche éthique et les impératifs de rendement? Je pense que c'est totalement compatible. Moi, je suis un optimiste là-dessus. Je pense que, en réalité, le monde va continuer à s'améliorer comme il le fait depuis que le monde est monde. Car au fond, nous vivons beaucoup mieux aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut déplorer, que nous ne vivions hier, et encore mieux qu'avant-hier, etc. Je vais dire autre chose. Il y a un économiste libéral, c'est vrai, qui est d'origine comorienne, mais qui est français de nationalité, Fergan Aziari, qui vient d'écrire un petit bouquin dans lequel il dit ceci. En Afrique subsaharienne, la pollution de l'air est 6 fois plus importante, en moyenne, il y a des pays où ça l'est plus ou moins, qu'en Europe occidentale. Ce qu'il veut dire par là, c'est que le développement que nous connaissons en Europe occidentale, il favorise la lutte contre la pollution. De la même manière qu'il favorise, je prends un autre exemple, il favorise aussi
le moyen de se prémunir des catastrophes, notamment des catastrophes naturelles. Un exemple, en 2010, je crois, il y a un tremblement de terre, un important tremblement de terre à Haïti. 230 000 morts. Un mois plus tard, il y a un tremblement de terre du même ordre, dans une région du même ordre, au Chili. Un pays qui n'est pas très développé, mais qui est quand même un des pays les plus développés du monde. Il est membre de l'OCDE. 53 morts. Alors, il peut y avoir des différences, bien sûr, mais c'est aussi parce que, ça a été écrit et démontré, parce que les infrastructures au Chili, les constructions, les routes, etc., sont plus solides, etc. Et donc, en fait, le développement prémunit des catastrophes. Des catastrophes, il y en a toujours. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Elles sont, je crois, de différentes natures, mais c'est difficile à quantifier. Ceci dit, on peut apprendre à y résister. Et il y a un réchauffement. Il faut, je crois que c'est un principe de prudence qui est nécessaire, de se dire, faisons ce qu'il faut pour essayer d'éviter ce réchauffement, mais en même temps, ce même principe de prudence doit nous conduire aussi à nous dire, attention, il ne faut pas non plus que ce que nous faisons soit une entrave au développement économique, au développement des entreprises, à l'innovation des entreprises, qui permettent de lutter contre le réchauffement ou de s'adapter à ce réchauffement. Et donc, attention, parce que je crois très foncièrement, et d'ailleurs, ce que les 3 chefs d'entreprise qui sont ici viennent de nous dire, c'est que c'est l'entreprise qui apportera les innovations nécessaires pour trouver les solutions. Pour trouver des solutions qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Il peut y avoir des matières nucléaires, des métaux de ce type-là, qui demain nous donneront de l'énergie sans aucune pollution quelconque. On ne le sait pas aujourd'hui, mais on va les trouver si c'est possible. Et pour ça, il faut faire confiance à l'entreprise. Il faut aussi qu'elle ait les moyens et, d'une certaine manière, la liberté de se développer. En même temps, je crois que c'est, et j'en termine par là, à la fois son intérêt, vous nous le disiez d'ailleurs les uns et les autres, vos clients, ils vont vous acheter vos machines parce que dans la durée, elles vont répondre à des besoins. Vous nous le disiez aussi. Mais il faut aussi, donc, bien sûr, et ça c'est le rôle des gouvernements, fixer des normes. Et il faut trouver le bon équilibre. Je crois que c'est possible. Alors l'entreprise, elle avance dans un terrain miné en permanence, d'autant plus aujourd'hui où il y a un nombre incalculable de ce que Nissim Taleb appelait les signes noirs. Vous savez, l'oiseau, hein, bien sûr, noir, c'est-à-dire l'événement totalement imprévisible, à commencer par le Covid. Alors aujourd'hui, est-ce qu'une entreprise peut faire des prévisions à moyen ou long terme? Philippe Malaval, vous dites, moi, mon entreprise, je ne fais plus de prévisions au long terme. Alors tout à fait, d'autant plus que nous avançons dans un milieu, l'imprimerie, la communication, qui est rythmé par les événements et donc le pouls de la société, donc qui pendant la période de Covid s'est pratiquement arrêté, et puis là depuis septembre qui explose parce que il y a du retard de partout, que les chefs d'entreprise ont repris le moral, qu'il y a des salons, qu'il y a des journées portes ouvertes, qu'il y a des innovations et que tout explose à l'heure actuelle et qu'on est en train de faire sur une journée ce qui se passait d'habitude sur 3 semaines. Donc voilà, donc il n'y a pas de prévision du tout, ce qui demande effectivement d'être hyper agile, d'être hyper opportuniste et d'être très près des équipes parce que pour pouvoir répondre aux demandes des entreprises, aux événements, au carcan juridique et à tout type d'événement qui peut se produire à l'heure actuelle. Et on s'aperçoit que tout s'accélère. Il faut être très proche des équipes et être très solidaire et avoir des équipes qui soient là pour répondre. D'où le rebouclage avec ce que je disais tout à l'heure sur la partie RSE, c'est de prendre soin des salariés à tout niveau, à la fois sur leur bien-être dans l'entreprise, à la fois sur l'accessibilité, à la fois sur le fait qu'ils s'éclatent dans l'entreprise et qu'ils trouvent du sens dans l'exercice de leur métier et du métier de l'entreprise. Alexandra Mathiolon, vous aussi, vous naviguez à vue? Alors,
D'une certaine façon, c'est vrai que pour partager un contexte personnel, je suis arrivée à la direction générale de l'entreprise dans une logique de succession familiale le 1er janvier 2020. Et je dois vous dire qu'avec mon père, on était ravis de vivre ça à deux parce que je ne pensais pas effectivement à démarrer dans ce contexte-là. Donc je pense que toutes mes certitudes ont bien changé avec cette période-là. Alors oui, d'une certaine façon, on navigue en vue parce qu'il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui vont très vite. Pour moi, ça ne m'empêche pas d'agir et de trouver les moyens d'innover et d'innover à la fois évidemment de façon technologique, mais aussi dans nos partenariats. Et moi, je crois aussi que vu qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a une urgence, une ampleur du défi climatique, et qu'on a justement de nombreuses incertitudes, on a besoin de se rassembler en fait pour aller plus loin, donc former des partenariats intelligents, parce que si la solution était simple, on l'aurait trouvée. Et je peux citer un projet en ce sens qui pour moi m'a donné de l'espoir. Sur la ville de Bron, on a réalisé un chantier bas carbone. On redescend sur quelque chose de très pragmatique, mais en fait, on s'est retrouvé dans le cadre de l'installation de bornes électriques avec donc Easivia EDF, avec la ville de Bron, la métropole, avec Vicat pour du béton bas carbone, avec Volvo pour l'utilisation de pelles électriques. On a justement se dit, ok, on nous dit c'est pas possible, c'est compliqué, la réalité elle n'est pas encore là, donc comment on fait ? Donc on a fait une analyse complète du cycle de vie en fait d'un chantier de taille raisonnable certes, mais qui nous donne quand même une bonne idée de ce qu'on peut faire. Et on se rend compte en fait finalement, pour moi c'est la multitude d'actions qu'on va pouvoir mener. On se rend compte, là encore, on est arrivé à un résultat de 27% d'émissions de gaz à effet de serre au total, 40% si on prend à l'échelle locale du chantier. On se rend compte que c'est une multitude de choses en fait. Alors je crois par ailleurs que certaines technologies peuvent nous aider à passer des caps. Ceci étant dit, il faut avancer sur les deux leviers, être très optimiste sur le fait que certaines technologies peuvent nous aider à passer des caps, mais là, dans notre cas, ça a été mettre de l'enrobé recyclé, utilisation d'une pelle électrique, de matériel électrique, changer le mode de transport de nos collaborateurs, utiliser un béton bas carbone, changer aussi le cahier des charges de la ville qui, pour éviter d'avoir un enrobé temporaire. Voilà, une multitude de choses. Et je pense que c'est aujourd'hui, face à cette incertitude, il faut qu'on se rassemble. Emmanuel Roquet, ça a un coût, toutes ces normes environnementales. Vous êtes obligé d'augmenter les prix de vos machines, par exemple ? Comment vous faites pour gérer ça vis-à-vis d'une demande de consommation ? Alors, ça a un prix, comme d'ailleurs tous les problèmes que l'on connaît avec le redémarrage post-Covid. Enfin, si tant est qu'on puisse dire qu'on est post-Covid, le monde entier s'est arrêté en même temps et le monde entier repart en même temps. Et donc, il y a une pénurie de composants et des hausses de coûts de composants que, bon, je pense, en 30-50 ans de carrière, je n'ai jamais connu. Et les contraintes réglementaires en font partie. Mais comme souvent dans le monde de l'entreprise, je pense que ça doit être vrai aussi dans d'autres milieux, peut-être dans l'art, pareil, mais la créativité, elle naît de la contrainte. C'est ces contraintes qui font on est obligé de trouver des nouvelles idées. Les salaires augmentent chaque année, le coût des composants augmente chaque année. Et le sujet, c'est de trouver en interne les pistes d'économie ou de valeur ajoutée supplémentaire que les machines, que les produits que l'on offre aux clients vont offrir. Donc il y a plusieurs manières d'augmenter le prix, à produit égal, augmenter le prix, et puis offrir plus de choses, plus longtemps, avec plus de visibilité aux clients. Voilà. Il y a toutes ces pistes qui s'ouvrent. Et chaque situation d'industriel, chaque marché est différent. Moi, je travaille avec un carnet de commandes qui est sur 2 ans actuellement. Donc oui, j'ai beaucoup de visibilité, mais en même temps, j'ai tellement de problèmes de composants que je ne sais pas si je vais pouvoir sortir la machine la semaine prochaine. Donc vous demandez aux équipes, projetez-vous dans 2 ans, voilà, on va augmenter la capacité de 50%, et les gens me regardent, me disent, mais vous vivez dans une drôle de tour d'ivoire, parce que la machine de la semaine prochaine, on ne sait pas si on va pouvoir la ressortir. Et donc il faut arriver à travailler avec les équipes, leur donner le sens, et ça on le retrouve dans tout ce que j'ai entendu, le sens, expliquer aux gens le problème actuel, et en quoi les problèmes actuels ne sont pas incompatibles avec la progression derrière. Et puis de la créativité. Voilà.
Alors, on a la chance d'avoir 2 économistes parmi nous, et vous voyez bien que les chefs d'entreprise ici nous disent on navigue quand même à vue, et même quand on a 2 ans de visibilité, on ne sait pas si on pourra sortir la machine la semaine prochaine. Alors là, j'aimerais bien avoir votre avis, nos 2 amis économistes. On est dans une reprise économique. Est-ce que, à votre avis, c'est une reprise qui va durer, qui va s'amplifier, ou est-ce que l'inflation monte, il y a des événements, il y a la flambée du cours du blé, il y a un certain nombre de signes inquiétants. Alors, comment jugez-vous la période actuelle, Jean-Philippe Delsol? Nul ne sait l'avenir, bien sûr. Si on le savait, ce serait trop simple. Ah, c'est dommage. Mais ce qui est vrai, c'est que je disais tout à l'heure que j'étais optimiste sur le long terme à cause de la capacité d'innovation de l'homme et donc des entrepreneurs. Ceci dit, sur le court ou moyen terme, je dois dire qu'il y a en ce moment, on ne peut pas en dire à mon avis beaucoup plus, enfin, vous direz, madame, ce que vous en pensez, mais moi je vois beaucoup de nuages noirs. Bien sûr, il y a une reprise, on sort du trou et on a envie de consommer. En plus, l'État a donné beaucoup d'argent pour consommer. Les chefs d'entreprise ont besoin de doper leurs équipes et ils le font très bien. Moi, je trouve en ce moment, enfin, chez mes clients et autres, je sens ça. Mais ceci dit, il y a beaucoup de nuages noirs qui sont lesquels? L'argent distribué par l'État, par les États du monde entier. Depuis 2008, parce qu'en fait, déjà, on avait fait beaucoup après la crise financière 2008, avec ce qu'on appelle en jargon le quantitative easing. Ça veut dire en fait de l'émission de monnaie scripturaire, de monnaie dans les bilans des banques et donc derrière des entreprises ou des particuliers. On a doublé les bilans des banques centrales. On a en même temps doublé, à peu près, hein, ça dépend des pays, etc., mais en moyenne, la dette, l'endettement des pays. En France, on va atteindre bientôt 3 000 milliards de dettes publiques. Et on pense aujourd'hui, on se dit, ah, mais cet argent, on ne le remboursera pas. On paye toujours ces dettes. On ne les paye pas toujours en argent sonnant et trébuchant. Hein. Parfois, on les paye en se trouvant à la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est une image, c'est caricatural. Mais on paye toujours ces dettes, d'une manière ou d'une autre. Et justement, on pourrait les payer avec de l'inflation. Et l'inflation, c'est mauvais pour tout le monde, et surtout pour les plus pauvres. Pour les États, c'est plutôt bon. C'est le moyen de ne pas rembourser ses dettes, justement. Parce que l'argent devient du papier hygiénique. Hein. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Je parlais de nuages noirs. Oui. Regardez ce qui se passe en ce moment avec la Russie, avec la Chine, etc. En fait, le monde, depuis 40 ans, c'est notamment depuis la chute du mur de Berlin qui a été un peu un déclencheur. Hein. On va laisser passer. Le monde s'est développé énormément. Et la richesse du monde avec lui. C'est un gros cortège. Hein. Eh ben, c'est un défilé. Ça va, bon. C'est les nuages noirs. Donc, c'est développé par le développement du commerce, de l'échange. L'échange des hommes, c'est le meilleur moyen d'augmenter la valeur commune. Pourquoi? Parce que si on échange librement, quand les gens échangent librement, normalement, chacun y trouve son compte. Sinon, il n'y aurait pas un vendeur et un acquéreur. Donc, le vendeur est content, l'acquéreur est content. Chacun trouve son compte parce qu'il augmente sa valeur, c'est la valeur qu'il attend. Et donc, plus il y a d'échanges, théoriquement, dans une économie et dans le monde, plus la richesse augmente. Or, aujourd'hui, on assiste... Et alors, juste pour l'illustrer, eh bien, en 40 ou 45 ans, l'extrême pauvreté dans le monde, elle s'est réduite de 40% de la population à, en 2019, à peine plus de 8%. D'une population mondiale qui pourtant avait augmenté de 50%. C'est vous dire que ces échanges ont permis la réduction de la grande pauvreté. Ce n'est pas parfait, je dis la grande pauvreté. La pauvreté aussi, mais un peu moins sans doute. Et au fond, aujourd'hui, ce qui s'est passé sur le plan économique, mais aussi la Covid, aussi
les changements de pouvoir politique dans un certain nombre de pays, l'attitude de la Chine, l'attitude des États-Unis, celle de la Russie, l'Iran, etc., font que les échanges se resserrent. Et donc, en fait, le resserrement des échanges, c'est moins de richesse à se partager. Et quand il y a moins à manger dans la mangeoire, les animaux se disputent. Eh bien, c'est pareil pour les hommes. Alors, comme je suis un peu bavard, je vais m'arrêter là. Mais vous avez au moins l'esprit de mon inquiétude, avec quelques éléments factuels pour vous le démontrer. Alors, je vais me tourner bien sûr vers Virginie Monvoisin. Vous trouvez que la pauvreté régresse, Virginie Monvoisin? Alors, c'est vrai que l'extrême pauvreté a régressé. Ça, c'est une certitude, notamment grâce à la sortie de la pauvreté de la Chine. La Chine, au début des années 2000, 90% de la population était sous le seuil de pauvreté. Et maintenant, il n'y a plus que 10%. Donc, il y a vraiment eu une complète inversion de ce qui se passe au niveau de la grande pauvreté. D'un autre côté, les inégalités ont augmenté. C'est-à-dire que les gens sont sortis de la très grande pauvreté, mais les riches se sont enrichis plus rapidement que ceux qui étaient très pauvres. Donc, cette question, tout est relatif, et la pauvreté est relative. Pour en revenir à la question sur le court moyen terme, parce qu'il faut que je réagisse évidemment sur la question de la dette, sur ce qui a été dit. Bah oui, sinon ce serait pas drôle. Alors, moi aussi j'ai des inquiétudes. On dit que l'économie est une discipline sinistre. C'est un sociologue qui a dit ça. Et rarement on annonce des bonnes nouvelles. Enfin, les économistes sont toujours inquiets. S'ils sont optimistes, c'est louche. Et c'est vrai qu'il y a des signaux faibles, voire des signaux forts, qui nous poussent à être inquiets. Alors, personnellement, la dette, pour moi, n'est pas un souci dans la mesure immédiate, dans la mesure où c'est quand même grâce aux dépenses de l'État que la France a sa croissance actuelle. C'est-à-dire que si l'État, si le gouvernement n'avait pas fait ce qu'il a fait dans ses plans de soutien, on n'aurait pas la croissance que l'on a. On annonce, ça a été réévalué hier, notre croissance pour 2021 va être de 6,8%. On n'a pas vu ça, mais depuis des dizaines d'années, mieux que l'Allemagne. Et tout ça grâce au maintien du pouvoir d'achat du fait des mesures gouvernementales. Et l'année prochaine, ça devrait être autour de 4%. Donc, on a eu un transfert en réalité de la dette privée des entreprises. On a évité que les entreprises coulent vers la dette publique. C'est le gouvernement qui a endossé le risque auquel étaient confrontées les entreprises. C'est ça qui s'est passé. Alors, pour plein de raisons, on ne va pas rentrer de pourquoi le gouvernement a fait ces choix-là. Il y avait des tensions sociales. Mais ceci dit, vaut mieux une dette publique d'un État comme la France, qui quand même, jusqu'à très récemment et encore, emprunte à des taux négatifs. Comment on peut emprunter à des taux négatifs? Imaginez, vous empruntez des taux négatifs à votre banque, c'est-à-dire que votre banque vous paye pour que vous lui empruntiez de l'argent. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que la France est extrêmement crédible dans ses remboursements. Donc la France, elle va rembourser sa dette. On sait que les États remboursent leurs dettes. On le sait depuis les années 80, où les pays les plus pauvres, les pays surendettés, on parle de l'Afrique, ont remboursé quand même 5 fois leur dette initiale. Ils ont fini par rembourser. Donc la dette publique, en soi, n'est pas un souci. Ce qui peut être un souci, ça va être, dans l'immédiat, est-ce qu'elle est soutenable? C'est-à-dire, en gros, est-ce que le pays a de la croissance pour pouvoir rembourser sa dette au fur et à mesure? Et vu ce que je viens de dire, normalement, ça ne devrait pas être trop un souci. Qu'est-ce que vous pensez des discours de certains populistes qui disent c'est pas grave, la dette, il suffit de l'effacer? Moi, je suis absolument pas pour l'effacement de la dette. Non, non. Une dette, ça se rembourse. La France a les moyens de rembourser sa dette. L'important, c'est d'avoir de la croissance. Et justement, à partir du moment où on fait en sorte que... Après, il faut les politiques qu'il faut, les politiques contracycliques, etc. Mais la France a une croissance
tout à fait correct. Je vois pas pourquoi on effacerait la dette. Là pour le coup, il y a eu ce débat-là l'année dernière. Je vois pas du tout l'intérêt. Jean-Philippe Delson, vous voulez répondre peut-être brièvement très brièvement. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut distinguer le problème de la pauvreté et le problème de l'égalité. Ce ne sont pas du tout les mêmes problèmes. Et moi, je pense qu'il faut être attentif à ce qu'il n'y ait pas d'inégalité excessive, parce que ça crée des incompréhensions, voire parfois de la haine et de la violence. Mais ceci étant, l'inégalité n'est pas un problème en soi. Nous sommes tous différents, donc tous inégaux. Et ce qui est important, c'est comment sortir de la pauvreté. Et moi, je préfère qu'il y ait quelques riches, très riches peut-être, on peut dire trop riches, mais moins de pauvres que tous égaux, mais tous pauvres. Et donc, en réalité, je pense qu'il ne faut pas lier les problèmes. Je pense que si on doit les lier, c'est dans un sens opposé, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il faut de la liberté pour que les entreprises créent de la richesse, et toute liberté crée nécessairement des inégalités, parce qu'il y en a qui réussissent et d'autres qui échouent. C'est j'allais dire le jeu, mais ce n'est pas un jeu. C'est malheureusement l'histoire humaine qui est comme ça. L'histoire humaine s'est développée par essai, erreur, et ceux qui ont gagné, ce sont ceux qui ont fait le moins d'erreurs et qui ont gagné, qui ont réussi le plus et qui ont produit ce qui a permis de grimper des échelles en quelque sorte. Donc voilà, je voulais insister sur cet aspect-là. Alors Virginie Monvezin va peut-être répondre à la réponse, puis ensuite je vais me tourner vers la salle. Peut-être vous avez des questions à nous poser, bien sûr. Virginie, à vous. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'arriver à l'égalité, mais je parlais bien de creusement des inégalités. Et le problème du creusement des inégalités va être une cause, va être le terreau d'une rupture du vivre ensemble. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une captation de la richesse de plus en plus importante, et où, sans parler d'extrême pauvreté, il y a des gens qui sont allés au SMIC ou qui doivent cumuler 2 emplois pour s'en sortir, les travailleurs pauvres, pas extrêmement pauvres, mais pauvres, là on a un problème. Là, on a un problème parce que, alors en France, ça va à peu près parce qu'on a des amortisseurs sociaux. Mais aux États-Unis, pourquoi Piketty, Thomas Piketty, vous en avez tous entendu parler, et ses livres, là où ils se vendent le mieux, c'est aux États-Unis. Mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'aux États-Unis, il y a eu un creusement des inégalités. Et c'est ce creusement-là, c'est cette polarisation de la société qui fait que le vivre ensemble est de plus en plus compliqué, qui fait qu'il y a des gens qui vont voter Trump, ou qui vont se tourner vers les populistes parce que ils vont avoir un sentiment d'injustice. Donc c'est pas tant la recherche d'égalité absolue, vous avez absolument raison. Les entreprises sont faites pour créer de la richesse, ceux qui réussissent tant mieux s'enrichissent, mais c'est la captation excessive de la richesse qui est problématique. Eh bien, écoutez, chers amis, je vais éventuellement me tourner vers vous. Peut-être que vous avez envie de vous réchauffer en posant une question, parce que ça réchauffe de parler. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus et vous avez la chance d'avoir des chefs d'entreprise, des économistes. Donc, n'hésitez pas à participer à notre échange. Oui, monsieur. Alors, peut-être qu'il faut lui passer un micro. Je ne sais pas si quelqu'un est... Sinon, levez-vous et puis on va vous écouter sans micro. Voilà, c'est mieux avec un micro, c'est plus agréable. Non, peut-être. Et là, vous m'entendez? Ah, là, c'est formidable. Ouais, en plus, j'avais pas beaucoup de voix. Merci beaucoup. Oui, j'ai une question en fait parce que, d'abord, merci pour la qualité du débat. Ma question en fait tourne autour du rôle éducatif de l'entreprise sur le sujet. Alors RSE ou environnemental, que je trouve très important, mais j'aimerais avoir votre sentiment sur le fait que de plus en plus, et c'est un fait palpable, le salarié, en tout cas dans certains secteurs, s'éloigne de l'entreprise, et avec le télétravail notamment, n'y a-t-il pas un risque
que ce rôle éducatif de l'entreprise se perde. Et notamment sur ce sujet qui est un sujet majeur. C'était ma question. Merci. Le rôle éducatif de l'entreprise. Alors, Alexandra, peut-être Oui, alors on a la particularité chez Serfim, on a un petit peu de télétravail, mais déjà on a beaucoup en fait de personnes sur les chantiers. Ça reste très compliqué de faire des travaux publics ou de l'environnement, du recyclage en télétravail. Plus sérieusement, pour répondre à la question, le rôle éducatif de l'entreprise, je pense qu'il est extrêmement important. Alors à la fois... pour reprendre le sujet du climat qui nous rassemble aujourd'hui, on essaye de développer ces choses-là parce qu'on se rend compte qu'on manque de pédagogie. On a fait, pas plus tard qu'hier, la fresque du climat, qui est un très bel outil que je recommande de faire en entreprise. Donc voilà, c'était intéressant et avec un panel de personnes très différentes. Et je souhaite le diffuser dans l'ensemble de l'organisation chez Serfim. Mais plus largement, je pense qu'il y a un rôle pédagogique de l'entreprise sur ce sujet. Et je pense que l'implication, c'est extrêmement chronophage, mais extrêmement important. C'est toute l'implication qu'on peut faire au niveau des universités, des écoles. Et on se rend compte qu'il faut y aller de plus en plus jeune. Aussi, quand je dis plus jeune, pour sensibiliser, pour faire comprendre, pour recréer ce lien. Peut-être que d'autres entreprises, je ne sais pas, vous allez peut-être pas non plus être très concernés par le télétravail. Philippe Malaval, pour vous, éduquer, c'est aussi former, vous me disiez. Oui. Alors, merci Emmanuel d'avoir abordé cette question, parce qu'on n'a pas parlé, à mon avis, suffisamment tout à l'heure de la partie salariée, et notamment des jeunes qui arrivent dans l'entreprise aujourd'hui, qui est un élément important. Et l'entreprise apprend autant des jeunes qui arrivent aujourd'hui dans l'entreprise que l'entreprise donne aussi une formation. Alors, ce que je pense vraiment profondément, c'est que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, si l'entreprise reste... Alors je vais essayer de le dire politiquement correct, Emmanuel. Si l'entreprise reste dans le carcan du droit du travail, on va faire des choses qui sont absolument mortifères. C'est pour ça qu'il m'a regardé. Hein. Ce qui n'est pas très politiquement correct, comme remarque. Exactement. Mais tant pis, je l'assume. Je pense que l'entreprise doit s'adapter à la vie d'aujourd'hui. Elle doit donner l'envie aux jeunes qui arrivent dans l'entreprise de s'éclater. Et si on veut s'éclater dans l'entreprise aujourd'hui, il faut être quelquefois un peu borderline et être inventif autant qu'ils le sont. Premièrement, je pense que les cursus universitaires et de formation ne peuvent pas aller aussi vite que la technologie, que l'invention, que la vitesse de la société aujourd'hui, et que les entreprises ont plus intérêt aujourd'hui à se baser sur des jeunes et sur un savoir-être, c'est-à-dire le fait de se motiver, de s'emballer sur des sujets, d'avoir envie et de donner cette motivation, et que l'entreprise après va apporter la formation parce que les technologies avancent très très vite. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un constat que je peux faire et que je peux vous livrer, c'est que depuis de très nombreuses années, l'entreprise est ouverte aux jeunes stagiaires qui veulent découvrir l'entreprise à tout niveau d'études et de parcours dans la vie. Et on a pour habitude de dire aux jeunes, voilà, vous rentrez dans l'entreprise, le stage il est pour vous, vous venez. Si un jour vous n'avez pas envie de venir, vous ne venez pas, mais vous nous le dites. Mais par contre, on vous donne les clés de l'entreprise et vous allez prendre rendez-vous avec les gens qui vous intéressent dans l'entreprise. Et il y a quelques années en arrière, tous les jeunes allaient, ce qu'on appelle en PAO, c'est-à-dire derrière les écrans, la création derrière les écrans. Depuis 4 ou 5 ans, ils n'y vont plus du tout, ils en ont un peu marre, et on les retrouve tous dans l'atelier à créer quelque chose, parce qu'ils ont besoin, encore une fois, de donner du sens à ce qu'ils font et de créer quelque chose avec les mains. Et ça n'existait pas il y a quelques années en arrière, et maintenant, ils vont dans l'atelier créer des choses. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, et moi, par rapport à la discussion qu'on avait il y a 2 secondes, je suis hyper optimiste sur ce que les jeunes apportent dans les entreprises, à la fois pour les obliger à se poser la question de à quoi elles servent, quel est le sens de ce qu'on fait. D'autre part, dans ce qu'on fait, comment est-ce qu'on protège l'environnement à chaque étape? Et ça, il nous secoue énormément. Les gobelets en plastique à la machine à café, tout un tas de choses de ce type-là. Et ils ne nous font pas de cadeaux, et tant mieux, parce que ça nous fait bouger. Et je crois que c'est par ce biais-là qu'on fera bouger les choses. Et en tout cas, pour moi, c'est un vrai élan d'optimisme. Et en plus de ça, les jeunes voyagent beaucoup aujourd'hui. Et le fait qu'ils discutent avec leurs petits copains dans les pays étrangers, c'est un vrai sujet de satisfaction et d'optimisme pour moi.
Alors vous avez dit le mot qui revient tout le temps, c'est le sens. Aujourd'hui, le management, ça passe par le sens. Si on ne donne pas du sens à ce qu'on fait, à ce moment-là, en fait, l'entreprise, le vaisseau se casse la figure ou coule s'il n'y a pas ce sens dont vous parlez. Tout à fait, j'en suis persuadé. Et de ce point de vue-là, je rebondis sur la question qui a été posée. Est-ce qu'on peut dire que l'entreprise, elle se métamorphose? C'est vrai qu'on se souvient tous au XXe siècle, enfin pour les gens de mon âge en tout cas, de l'entreprise, on pourrait dire, pyramidale, avec le patron avec une trique, hein, en quelque sorte, à la main. Aujourd'hui, on parle de management collaboratif, on parle d'entreprise réseau, on parle d'entreprise libérée. C'est une réalité. Comment vous le vivez au quotidien? Alors complètement, dans le sens, dans la continuité de ce qu'on disait, le chef d'entreprise aujourd'hui est un chef d'orchestre. Il doit trouver chez chacun de ses salariés la mine d'or qui est à l'intérieur et faire en sorte qu'elle s'exprime le mieux possible. Donc pour moi, mon job, c'est tous les jours d'être au service de mes salariés pour me dire comment est-ce que je peux faire pour qu'ils soient le mieux possible dans la boîte pour qu'ils s'éclatent. Et un salarié heureux, bah, c'est un client qui le sent au téléphone lorsqu'il vient, et c'est tout un tas de choses. Et je vais prendre un exemple en même temps, c'est aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise, par rapport à ce qu'on pouvait dire, et certains savent que c'est un leitmotiv, mais il y a l'accessibilité à l'entreprise aujourd'hui. On parle justement de la protection de l'environnement, on parle sur Lyon de la ZFE, de tout un tas de choses de ce type-là. Est-ce qu'on est vraiment cohérent du début jusqu'à la fin pour faire en sorte que les salariés puissent venir au travail avec des méthodes doux, avec des modes doux de transport? On travaille, Emmanuel est trésorier de l'association du Parc du Chêne, on travaille depuis plus de 10 ans sur le développement des modes doux pour faire en sorte que les salariés puissent venir avec des transports en commun, et on se heurte encore aujourd'hui à la suppression de lignes de transport en commun spécialisées pour les salariés, alors qu'on essaye de mettre en place une ZFE sur Lyon pour dire il y a trop de voitures, il y a trop de pollution. Il faut être cohérent. Si on veut que les gens prennent les transports en commun, il ne faut pas les supprimer à côté. Donc on a aussi cette bagarre de ce côté-là. Il faut être cohérent du début jusqu'à la fin. Emmanuel Le Roquet, quand le chef d'entreprise se métamorphose en chef d'orchestre, est-ce que la hiérarchie existe encore? Oui. Comment on fait pour la préserver? Il ne faut pas non plus exagérer. On peut raconter de belles histoires. La hiérarchie, elle existe toujours. Mais c'est clair qu'elle ne s'exerce absolument plus de la même manière que ce que j'ai pu connaître, sans être si vieux que ça. Mais quand même, ça a énormément changé. Ça a beaucoup changé, notamment, ça va dépendre de chaque entreprise, chaque métier, mais un facteur constant qu'il y a eu sur ces dernières années, ça a été une spécialisation de plus en plus forte dans les entreprises. Il y a les mots de core business, il y a les rotations, les gens qui changent de boîte font que il y a une spécialisation de plus en plus forte, et donc vous n'avez plus personne, de plus en plus rarement des gens qui maîtrisent un problème de A à Z, et c'est pour ça que les problèmes étant plus complexes, les outils pour les résoudre sont de plus en plus complexes, vous avez besoin de travailler en équipe, et c'est là où on a d'ailleurs retrouvé du sens quand on parlait de télétravail. Dans un certain nombre de cas, les gens se sont dit, mais attendez, moi je suis aussi efficace en restant chez moi, j'ai plus de transport en commun, je gagne une demi-heure, 1 heure le matin, pareil le soir, je suis disponible pour plein d'autres choses, pourquoi revenir physiquement au boulot? Et alors vous avez la première réponse qui est de dire, mais attendez, vivre et travailler, c'est pas rester claque-muré chez soi, entre 4 murs, dans son petit cocon. Il y a aussi se rencontrer les autres, aller vers les autres. Et l'éducation, le côté éducatif de l'entreprise, il y a la partie RSE, il y a la partie écologie, il y a la partie compétences techniques, mais il y a aussi le lien social, quoi. Le fait d'être ensemble pour résoudre des problèmes, pour avancer. Et c'est ça aussi le sens qu'on a peut-être retrouvé sous la contrainte, avec en même temps, en mixant avec le télétravail, c'est le fait de dire, quand on revient dans la boîte, entre 4 murs, c'est aussi parce qu'on y retrouve plus d'efficacité. Il faut le prouver aux salariés, l'efficacité qu'on y retrouve. Et c'est ça aussi, quoi, entre entreprises. Et donc c'est ce sens, et ce sens, vous le vivez quand vous êtes aussi avec les équipes. Pas au bout de son PC, sur Zoom, sur Teams, voilà, ou pas que, en tout cas, pas que. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je vois monsieur là-bas, tout au fond, qui lève le poing. Peut-être on peut lui passer un micro. Est-ce que quelqu'un peut lui donner un micro? Voilà, super, merci. Oui, donc je voulais revenir sur les impacts environnementaux des entreprises. Il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire qui, à la fois, peuvent réduire l'impact environnemental et être économiquement intéressant pour l'entreprise. Par exemple, une entreprise qui diminue ses dépenses en kilowattheure,
ça va lui coûter moins cher en énergie. Ça peut être le chauffage, hein, ça peut être plein de consommation d'énergie au niveau de l'entreprise. Elle va gagner de l'argent et elle va aussi réduire son impact environnemental. Une entreprise qui optimise ses transports, par exemple des entreprises de maintenance ou autres, et qui arrive à faire moins de kilomètres, elle va aussi économiser de l'argent et réduire son impact environnemental. Qu'est-ce que vous voulez commenter sur ce genre d'actions qui sont possibles ? Alexandra, qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée de ces réductions de dépenses, oui, de coûts ? Non, mais très clairement, aujourd'hui, on a la chance vraiment que les solutions environnementales, elles ont du sens économique aussi. Et ça, c'est une vraie chance. Ça fait sur un certain nombre de sujets déjà quelques années. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de sens d'investir effectivement pour l'isolation des bâtiments. Dans l'éco-conduite, c'est quelque chose qu'on développe énormément et qui fait, juste avec des bonnes pratiques, en fait, un impact de près de 20%. Donc, énormément de choses qui d'ores et déjà aujourd'hui peuvent être mises en place. L'utilisation de plus de matériaux recyclés aussi. En fait, il y a une ribambelle de choses aujourd'hui qu'on peut déjà mettre en place et que nous faisons en tant que Serfim dans nos différents métiers et qu'on propose aussi à nos clients, en fait, notamment dans tout ce qui va être recyclage, avoir des terres dépolluées en circuit court. Les solutions, elles existent. Par contre, pour moi, la question, c'est de faire comment on va faire adhérer toutes les entreprises en fait à ces solutions-là, avec la problématique parfois peut-être pour entrer dans une problématique, une contrainte de l'investissement en fait à court terme que ça va nécessiter. Et je pense que là, ça va dépendre en fait du modèle d'entreprise. Pour prendre un exemple d'un modèle que je connais bien, qui est celui des ETI, hein, donc entreprises de taille intermédiaire, indépendantes, familiales, qui sont vraiment dans le temps long. On a cette chance immense de pouvoir investir en fait, parce qu'on sait qu'on est là pour durer, qu'il y a quand même cette pérennité, cette notion-là. C'est pour ça qu'aussi, pendant la période Covid, on n'a pas eu besoin de PGE parce qu'on avait des fonds propres, parce qu'on a une logique en fait, de gestion raisonnée. Et c'est ça qui manque potentiellement à des entreprises. Virginie Monvoisin. Je pense que effectivement la question de la sobriété, en fait, hein, ça revient à ça, est une question extrêmement importante et qui paraît de bon sens. C'est-à-dire, oui, pourquoi les magasins sont éclairés la nuit ? Pour qui ? Pourquoi ? Alors que ça consomme énormément d'électricité pour pas grand-chose. Et la difficulté, en réalité, c'est que il y a des comportements, alors je vais sortir des grands mots parce que je trouve pas quelque chose de plus simple là tout de suite. Il y a des comportements mimétiques, il y a des choses qui se font, voilà. C'est pas un gros mot, ça. Non, ça va. Bon, ça va. Bon, ça va. C'est vendredi soir, je me rends plus compte de rien. Ah oui. Donc ça se fait, on a l'habitude d'eux. C'est comme l'éclairage public. Hein. Si vous voyez les cartes des villes françaises dans les années 80 et maintenant, il y a beaucoup plus d'éclairage public qu'avant. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Alors peut-être parce que ça s'est fait très lentement, mais donc les choses se font comme ça, on s'habitue et il faut changer les mentalités, il faut des initiatives. J'ai noté tout à l'heure quand même que vous avez souvent évoqué la question de la coordination, le partenariat public-privé qui est important. Il faut que les entreprises comme les vôtres portent leur voix auprès des collectivités locales pour dire ouais, ça serait quand même bien si pour le transport on était plus sobre, si ceci, si cela, et pour que ça redescende vers d'autres qui sont dans... C'est plus lent, il y a plus d'inertie de comportement. Et les inerties de comportement, dans des secteurs, on fait comme les autres et on ne se pose pas trop de questions. Ça, c'est un problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, peut-être ? Oui, monsieur. Si vous pouviez lui passer gentiment le micro, merci beaucoup. Oui, bonsoir, merci pour votre débat. La question que je voulais poser, alors, est un petit peu étrange. Est-ce que l'entreprise est compatible avec l'écologie politique ? Parce que, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'écologistes ici. Moi, je comprends l'écologie politique en France par la décroissance, dérèglement toujours plus. Et donc, est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette opinion un petit peu bizarre, peut-être ? Alors, il y aura des écologistes demain dans les débats plus scientifiques. Hein. Là, on est dans un débat économique. Hein. Je réponds quand même pour vous expliquer. Jean-Philippe Delsol, vous voulez... Je peux dire un mot.
et j'en profiterai pour dire un mot aussi par rapport à la question précédente, mais au fond, la question que vous posez, finalement, c'est celle de la décroissance. Vous avez raison qu'une certaine écologie politique prône la décroissance ouvertement. Et en réalité, moi, ce que je constate, c'est que personne ne la veut. Dans nos comportements face, par exemple, à la Covid, on n'a pas envie de cette décroissance. Et nous, on est parmi les pays les plus avancés du monde. Donc la décroissance, on ne peut pas non plus l'imposer à ceux qui ont envie de croître pour être à notre niveau dans le monde et qui sont plus nombreux que nous. Bon. Donc je pense qu'il y a là un mauvais raisonnement. Je pense qu'il faut trouver les solutions pour répondre aux défis d'aujourd'hui avec des nouveaux produits, des nouveaux moyens de vivre ensemble qui, comme vous le disiez, seront plus économiques, mais ne seront pas forcément moins agréables. Et je prends d'ailleurs l'exemple, je ne suis pas totalement d'accord, mais c'est tout à fait anecdotique, mais je prends l'exemple de l'éclairage des rues, puisque c'est celui qui a été évoqué. Pour ma part, je n'ai pas tellement envie de vivre dans une ville noire la nuit. Et je pense que personne d'entre vous ne serait très satisfait de sortir dans des rues noires la nuit, surtout dans une période où il y a une sorte de violence urbaine, il faut bien le dire, qui se développe. Par contre, on va trouver les solutions d'éclairer la ville sans nuire finalement au climat et à tout le reste, parce qu'il n'y a pas que le climat, il y a la pollution, etc. Bon, donc je crois que ce qu'il faut, c'est ça, c'est chercher les bonnes solutions. Et moi, je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit sur finalement le salariat dans l'entreprise, enfin le travail dans l'entreprise, mais aussi sur ces questions-là. Moi, je crois que le vrai problème, en France en particulier, mais peut-être d'une manière plus générale dans les mondes développés, c'est beaucoup moins vrai en Asie, c'est que petit à petit, on a déresponsabilisé l'individu. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut retrouver le moyen, d'ailleurs vous le disiez d'une certaine manière dans vos entreprises, de le re-responsabiliser, de faire en sorte qu'il retrouve de l'autonomie. Alors c'est très compliqué parce qu'il faut trouver le moyen terme entre la nécessaire hiérarchie des hommes et des objectifs et des normes, etc. Et l'autonomie de chacun. Ce qui veut dire aussi probablement un peu plus d'autonomie dans la rémunération. Et c'est là que, monsieur, vous aviez totalement raison, on vit dans une réglementation, notamment salariale, mais pas que, qui, au fond, nous empêche d'être innovants. Et il faut retrouver cette capacité d'innovation non seulement technique, mais sociale. Et je crois qu'en rendant la responsabilité aux individus, on pourrait, je vais être provocateur, mais on pourrait imaginer qu'on paye les gens, charges comprises, et qu'eux trouvent leurs assurances, etc. C'est-à-dire qu'ils soient responsables d'eux-mêmes. Bon, c'est pour aller jusqu'au bout de cette logique. Et donc, je pense qu'on révolutionnerait vraiment le monde. Virginie Monvoisin, peut-être, et puis ce sera la dernière intervention, parce qu'il va être 8 heures. Et, il y a un monsieur qui veut poser une question. Alors, Virginie Monvoisin, très rapidement. Voilà, ensuite monsieur, et puis après, nous poursuivrons la discussion dehors. Sur l'écologie politique et la décroissance, je pense qu'il y a un biais fondamental chez les décroissants, c'est d'imaginer que la croissance est soit toute négative et la décroissance serait positive. Si demain, par exemple, on faisait une conversion, vous avez parlé de matériaux pour que les bâtiments soient plus intelligents, qu'il y ait davantage améliorer l'efficacité énergétique, tout ça, ça crée de la croissance. Et ce serait plutôt dans un sens pas mal pour l'écologie. Donc, moi, je suis plutôt une agnostique de la croissance, c'est qu'il y a une démarche écologique qui peut créer de la croissance, et tant mieux. Alors, la dernière question de monsieur. Monsieur, peut-être il faudrait lui passer un micro, gentiment. Voilà, merci beaucoup. Et après, nous arrêterons ce débat. Alors, bonsoir à tous. Alors, merci pour ces interventions riches. On s'est bien rendu compte que pendant la crise Covid, beaucoup d'industries ont été à l'arrêt
On parle aujourd'hui de relance économique, mais comme le disait monsieur, c'est qu'il y a des nuages noirs qui vont apparaître prochainement parce qu'il y a beaucoup d'industries qui n'arrivent pas en fait à se réapprovisionner aujourd'hui. Donc il y a une crise encore qui s'annonce. Keynes disait qu'à un moment donné, le marché s'autorégulerait, mais on voit que ce n'est pas le cas parce qu'il y a plein de problèmes qui rentrent en jeu. On parle beaucoup de l'intervention des entreprises, on parle de formation, on ne parle pas assez d'éducation. Moi, je pense qu'on devrait aussi bien miser sur la formation, mais on devrait miser également sur l'éducation dans les écoles et enseigner dès les premiers âges, en fait, on va dire l'écologie, le renouvellement, enfin plein de notions de ce genre-là, et montrer justement aux jeunes que en fait il y a encore des solutions et que ces solutions peuvent venir de ce côté-là. On l'a vu pendant la crise, c'est que les notions d'écologie sont revenues, que tout le monde avait envie de faire des économies dans tous les sens. On rejette systématiquement la faute aux entreprises, mais tout le monde a envie justement de trouver des solutions. La COP26 c'est un échec parce qu'on attend encore les grands pollueurs qui fassent des actions. Je pense qu'on aura encore plein de COP dans ce sens-là parce qu'on attendra toujours que les plus gros fassent le premier pas, alors que c'est à nous, à notre niveau, à faire des petits pas pour engager l'éducation. Ben merci monsieur, vous avez fait une très jolie conclusion, je trouve, à ce débat. Merci beaucoup. Et donc on peut poursuivre la discussion dehors, bien sûr, avec nos participants. Merci à vous.